Merci d'être venus aussi nombreux assister à cette table ronde autour d'un auteur important du passé de la science-fiction française qui se trouve bien dans le cadre du festival et du thème de cette année, puisque ce sont les planètes qui nous inspirent. Et Stéphane Vull, parce que c'est de lui dont nous allons parler avec un de ses plus émérites connaisseurs, et était bien dans cette optique, parce que la plupart de ces romans, sinon tous, se déroulent sur des planètes différentes, y compris la Terre. Pour New York. Pour New York. Pardon, pour New York, ouais. Voilà, il y aura la Lune, et puis des planètes beaucoup plus exotiques dont nous allons parler. Mais avant cela, avant d'aborder le cœur de notre sujet, je vais faire un rapide survol de ce qu'était la science-fiction à l'époque de la parution de ces romans, ou un peu avant, pour dire qu'au niveau de l'édition française, la science-fiction était pratiquement encore dans sa préhistoire, et on avait baptisé ce genre littéraire qui intriguait toute une frange de connaisseurs, de spécialistes depuis la fin des années 30. On s'était entendu sur le terme qui allait désigner ce genre, c'est-à-dire le terme de science-fiction. Or, terme qui était popularisé déjà aux États-Unis depuis la fin des années 20, qui avait été introduit en France de temps à autre, en particulier par des amateurs qui lisaient l'américain, qui lisaient l'anglais, qui étaient des connaisseurs des pulps. Mais en France, on a hésité longuement avant d'utiliser ce terme américain de science-fiction, à tel point qu'une des premières collections de science-fiction française n'abordait pas ce mot en couverture, mais plutôt prudemment en quatrième ou à l'intérieur des volumes. Et une des premières collections à apparaître sur le marché sera une collection lancée par le Fleuve Noir en 1951. Le Fleuve Noir, c'est une maison d'édition qui est apparue en 1949, qui est héritière de la tradition la plus populaire. Et Armand de Caro, son directeur, était quelqu'un qui connaissait déjà l'édition avant de lancer le Fleuve Noir. Et il s'était aperçu qu'il y avait un besoin important de lecture parmi les masses populaires qui, jusqu'à présent, n'en disposaient plus vraiment. On sortait de la guerre, le papier avait été rationné longuement, les rationnements ont subsisté jusqu'en 54-55, la vie n'était pas facile, et il y avait un grand appétit de lecture qui existait à cette époque-là, et en particulier pour ce genre nouveau, même si les collections présentes qui se sont lancées auparavant n'ont pas très très bien fonctionné, probablement pour une question de prix, parce que c'était des collections de l'édition traditionnelle, coûteuses, et non pas populaires. Armand de Caro s'est lancé en 1949, donc. En 1950, il a inauguré une collection policière qui a eu énormément de succès, puisqu'elle a publié Jean Bruce, et qui a essaimé ensuite dans la collection Espionnage, et on connaît le succès de son personnage principal, OSS 117. Et l'énorme succès que cette initiative a entraîné. Et c'est sur ces entrefaites, en 1951, que Armand de Caro, secondé par Francis Richard, son directeur littéraire et auteur occasionnel de romans gaillards et d'autres littératures truculentes, a obtenu la direction littéraire d'un nouveau genre que l'on avait aperçu déjà en Angleterre, dans ce qu'on appelait les Mushrooms Publications, c'est-à-dire des publications pratiquement effectuées sous le manteau dans l'immédiat après-guerre, et qui proposaient sous des couvertures extrêmement bariolées des livres qui appartenaient à cette nouvelle littérature, à ce nouveau genre, la science-fiction. L'initiative a été très bien reçue par le public. Et les tirages ont commencé, même s'ils ont démarré assez modestement, à 5000 exemplaires, ils ont commencé à grimper assez rapidement, régulièrement, pas à des niveaux très très élevés, mais le désir d'Armand de Caro, c'était de fonder une école d'auteurs qui pourrait lui livrer très régulièrement un certain nombre de volumes, si possible un volume par mois, encore qu'à l'époque, la cadence de publication était beaucoup plus faible qu'elle ne le fut plus tard. Donc on s'accordait sur un volume tous les 2 mois.
Les premiers auteurs qui ont participé à cette aventure, vous les connaissez. Les premiers auteurs de la première génération, ce sont Richard Bessières, Jimmy Gueux, d'une notoriété méritée, Jean-Gaston Vandel, qui était un pseudonyme de deux auteurs belges, et puis aussi des traductions de la collection de chez Scion, donc l'éditeur anglais qui a inspiré la collection, en particulier aussi inspiré Brantône pour ses couvertures chamarrées. Il a repris beaucoup de thèmes que Ron Turner, le peintre de chez Scion, avait popularisés. Mais le succès venant, ces auteurs pourtant productifs ne pouvaient pas assurer l'intégralité du catalogue, et Armand de Caro s'est mis à rechercher d'autres auteurs qui pourraient soutenir la cadence. À l'époque, il fallait, pour entrer au Fleuve Noir, présenter 3 romans qui seraient acceptés. Et au bout de cette acceptation, un contrat serait signé avec les auteurs. Et contrat qui leur permettait de publier dans la collection ou les autres collections de la série sur un rythme régulier et d'assurer un revenu conséquent. Parce que même dans ces années-là, les avaloirs de ces volumes étaient relativement importants. Et donc, par conséquent, intéressant. Et c'est à ce moment-là qu'arrive l'auteur qui va faire le sujet de cette causerie et qui va se révéler être, bien que fort modeste, un auteur des plus intéressants. Et on le verra avec Laurent, un auteur qui aura marqué son époque à tel point qu'il sera l'auteur le plus réédité du Fleuve Noir. Je vais laisser maintenant la parole au maître. Alors, mon avis risque d'être assez biaisé parce que, étant fan de Stéphane Vull, j'ai forcément un point de vue un peu biaisé, forcément, mais n'empêche que ça reste un des auteurs les plus transgénérationnels, puisque c'est un auteur qui effectivement détient le record de réédition. Il a même eu 2 éditions de Omnibus, c'est-à-dire de l'intégrale chez 2 éditeurs différents, ce qui est un cas unique à ma connaissance. Chez Lefranc et celle-ci. Chez Lefranc et chez Bragelonne. Dirigé par Laurent. Oui, enfin pour celle-là. Et puis c'est à peu près un des seuls auteurs qui est lu par à peu près toutes les générations en fait. De son vrai nom, c'était Pierre Perrault. C'était un monsieur qui est né en 1922. Il est devenu dentiste à la fin de la guerre. Il s'est installé en Normandie et il a fait toute une carrière de dentiste en Normandie, en fait, tout simplement. Et il a pris sa retraite comme n'importe quel dentiste en 89. Il avait eu une carrière un peu hésitante avant-guerre et des tentatives déjà oui, alors sur un peu le plan artistique. Voilà, alors il avait une guitare et puis il s'était enfui du domicile familial avec sa guitare sous le bras en 43, je crois. Et il était allé, alors ça n'a pas duré longtemps, hein, il a été récupéré par le paternel et puis ça a bardé. Et il a été sommé de se choisir un métier. Il s'est dit, la dentisterie, ça doit être facile comme étude. Alors en fait, c'était pas facile du tout. Il a un peu regretté après parce qu'il a fallu qu'il bosse. Mais voilà, donc il est devenu dentiste, il s'est soumis au contrat social, on va dire. Mais quand même, ça le titillait. Et il a toujours été artiste, en fait, hein, que ce soit d'abord musicalement, quand il gratouillait pour chanter des chansons à texte au Lapin Agile. Hein, il était monté à Paris et puis il avait chanté au Lapin Agile. Bon, il a fini à la Plonge, d'après ce qu'il m'avait dit. Et puis, avant d'être rapatrié, voilà. Et puis, il est devenu écrivain avec le succès qu'on sait, et puis après poète, et puis après... et puis, il a fait des sculptures aussi, pendant qu'il était chez lui, dans sa ferme restaurée, juste à côté du petit presbytère familial. Voilà, où il faisait des sculptures, alors avec l'amalgame de... Il avait inventé une sorte de béton, enfin de polymère à partir de béton, d'amalgame dentaire et de trucs, et qui reproduisait de façon hallucinante le vieux bois vermiculé. Et donc il avait fait comme ça des fausses gargouilles extraterrestres dont il avait garni sa ferme. Enfin, voilà. Mais voilà, donc c'était un monsieur en fait qui était surtout une sorte d'original. Qui adorait l'exotisme et pareil dans les années 80 il avait un jardin
Et puis au printemps, il sortait, et puis il avait des bombes de peinture fluo. Et puis il allait peindre ses plantes pour la transformer en jungle extraterrestre. Voilà. C'est typiquement Stéphane Vull, quoi, dans ses œuvres quand il écrivait pas. Oui. Voilà. C'est un des éditeurs, un des auteurs du Fleuve Noir, qui a aussi développé donc une démarche artistique. Et on peut rappeler qu'un autre auteur, sensiblement de la même époque, B.R. Bruce, a fait une petite carrière. Je ne parlerai pas de sa carrière politique, mais une petite carrière artistique, puisqu'il peignait. Et tout à fait. Il peignait des tableaux assez saisissants. Assez surréalistes. Assez surréalistes, massifs. Gérard Klein en avait acheté un certain nombre. Tout en étant très aérien quelque part. Il arrivait à donner une impression, à donner de la légèreté à des structures qui ressemblaient à des masses de béton, à des poteaux. Ouais. Voilà, et donc Pierre Perrault, donc, qui a vécu une vie très bourgeoise en fait, il le disait lui-même. Voilà, dès qu'il prenait la plume, et il a pris la plume alors qu'il venait de s'installer en fait comme praticien dentiste, donc il écrivait, il se levait à 6h du matin, et puis il écrivait, il allait au grenier, il allumait, il avait un bocal, une bassine dans lequel il mettait de l'alcool, hop, il mettait le feu, et comme ça il se chauffait tout en écrivant avec comme exercice d'écrire au moins 2 lignes par minute. Voilà. Donc, alors après, quand ça a commencé à marcher, quand les premiers titres sont sortis, là il s'est réservé 2-3 matinées par semaine, mais il écrivait quand même sur un bout de table en levant les pieds quand la femme de ménage balayait sous lui, quoi. Oui, il y a une légende, enfin, c'est une histoire qu'il racontait lui-même, qui court dans le milieu sur sa motivation pour écrire de la science-fiction. Sa femme aurait critiqué un livre, on ne sait pas lequel d'ailleurs, mais non, il a jamais. Il s'en est pas rappelé. Ouais, c'est peut-être un livre des éditions Cosmos de Jean Birger. Enfin ouais. Et elle lui avait dit, c'est le livre le plus mauvais que j'ai lu, et voilà. Il lui a répondu, je vais t'en écrire un, tu verras, la science-fiction c'est pas si mal. Ouais. Alors en fait, Vull, il avait pas, donc Pierre Perrault à l'époque, il avait pas lu ni Verne. Il n'avait pas lu les classiques de la pré-science-fiction. En revanche, il avait lu des nouvelles qui étaient parues dans, je sais plus, France Dimanche, ou les revues de l'époque, qui avaient commencé à... Sous l'impulsion de Boris Vian. Voilà. Il y a une douzaine de revues qui est parue. Donc il connaissait voilà. Et donc en fait, il a connu directement la science-fiction moderne. C'est ça qui est important, parce que Stéphane Vull, c'est un auteur de l'âge d'or. Et c'est un auteur de la fin de l'âge d'or en fait. Et dans les thématiques qu'il développe, dans l'approche et dans son sense of wonder, il n'avait rien à envier aux Américains, et c'est un des premiers auteurs français à avoir capté ce sens de l'immensité, de l'immersion, qui est une immersion de SF moderne. On n'est pas du tout dans la science-fiction de l'entre-deux-guerres, sauf peut-être son premier roman, et c'est là que c'est intéressant. Qui s'appelait Retour à zéro, et qui ressemble effectivement à un roman qui ressemble pas tellement à ses romans suivants, mais qui aurait pu être écrit effectivement quasiment dans l'entre-deux-guerres, par le côté d'abord peu réaliste par exemple de la Lune, puisque pour juste situer le roman, donc son tout premier roman, donc il s'appelle Retour à zéro, et en gros c'est un espion terrien qui est infiltré sur la Lune, où il y a une ancienne colonie, une colonie lunaire pénitentiaire. Voilà, pénitentiaire. Qui s'est rebellé contre la Terre, et qui veut en gros détruire la Terre, et le personnage qui s'appelle Jabenal, il va essayer de déjouer les plans du grand méchant. Voilà. Alors, on est vraiment dans des tropes et des personnages quasiment de l'entre-deux-guerres en fait. On est, mais on a déjà, alors il y a une lune avec un sol mou un peu comme du Gruyère. On est quasiment dans une lune de contes de fées en fait. Oui, c'est une colonie pénitentiaire qui est abandonnée par les autorités terriennes, ce qui explique que les pensionnaires peuvent développer une société très élaborée, à l'abri des regards
terrien. Et c'est un bagne. C'est tout à fait un bagne. Et développer une technologie que la Terre n'a pas encore et mettre au point des armes redoutables. Ce qui, par renseignement, autorise la Terre à envoyer un faux accusé, un espion, sur la Lune, un scientifique qu'elle espère qui pourra être intégré à la hiérarchie scientifique sélénite pour la miner de l'intérieur. C'est ce qui va se passer. Et effectivement, c'est une thématique qui aurait pu paraître chez Talandier dans les collections des grandes aventures et voyages lointains, parce que ça part très rapidement, un peu dans tous les sens, et la fin ne correspond pas à ce qu'il avait lu dans France Dimanche, dans les nouvelles de science-fiction américaines. Mais il faut peut-être préciser qu'avant d'écrire ce roman de science-fiction, Vull s'intéressait déjà à l'écriture et apparemment avait essayé d'écrire des romans policiers. Oui. Alors son tout premier texte, en fait, c'était un roman qu'il avait essayé de caser, puis il n'avait pas réussi. Il le recyclera plus tard pour un autre roman, en fait. Alors, il avait publié un bouquin qui s'appelait Retour vers Gao, qui a été publié sous le pseudo de Lionel Hudson, et qui est un voyage, de l'espionnage africain très daté. Mais on a déjà sous sa plume cette poésie et cette poésie du décor. Et Vull qui disait lui-même, qui a toujours démarré du décor, c'était sa façon de procéder. Il partait pas de l'histoire. Pour lui, l'histoire, il disait que c'était juste un cadre, c'était un squelette, mais que lui, ce qui l'intéressait, c'était pas le squelette, c'était la chair. C'était comment revêtir de chair le squelette. Il n'a jamais été très intéressé par l'histoire, et c'est pour ça que ces histoires, souvent, d'abord, elles sont quand même très bien charpentées, je veux dire, il y a rien à dire, mais c'est souvent des histoires d'espionnage. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas ce qui l'intéressait au premier chef. Et d'ailleurs, il y a déjà, dans au moins 2 romans, ce sont des espions. Dans Retour à zéro, ce sont des espions, et Piège sur Zarkas aussi. Et Piège sur Zarkas, c'est d'ailleurs un essai de roman qu'il avait essayé de caser, alors pour le coup qui n'a pas été publié, et qui donc l'histoire d'une équipe américaine qui avec un avion qui s'est écrasé au cœur de la jungle, qui transporte un truc important. Il faut le récupérer avant les Russes, et donc une expédition va se monter pour aller récupérer. Spatial, et en fait il va le transformer ça s'appelle donc la planète s'appelle Zarkas. C'est plus une jungle, mais c'est une planète jungle. Donc 13 années 50, très 50s comme imagerie. C'est un vaisseau spatial appartenant à une espèce extraterrestre contre laquelle l'humanité est en guerre, qui s'appelle les Triangles. Et en fait, cette espèce extraterrestre, personne ne sait à quoi il ressemble, etc. Donc c'est le seul moyen d'espérer savoir à quoi ils ressemblent déjà, et puis essayer de capter leur technologie, parce qu'ils sont supérieurs technologiquement. Ils savent, leurs vaisseaux apparaissent et disparaissent. En fait, ils savent se téléporter, les vaisseaux, ce que ne savent pas faire les terriens. Et donc ils sont en train de perdre la guerre, en fait. Et donc c'est un peu l'ultime recours. Il y a une course à la trouvaille de ce vaisseau écrasé pour essayer de s'emparer de sa technologie. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, c'est tout à fait Vull va utiliser la littérature populaire de son temps, et qui est dominée par l'espionnage. Et d'ailleurs, il suffit de voir même les titres, en fait. C'est Piège sur Zarkas, c'est typiquement un titre d'espionnage qu'on peut trouver dans la série noire ou dans la collection dans la série noire, dans la collection d'espionnage du fleuve. Et une partie des titres de Stéphane Vull, c'est des titres qui pourraient être transposés très facilement, en fait, en espionnage. Donc il savait utiliser les genres populaires, mais c'est Stéphane Vull, c'est-à-dire qu'en fait il se l'est approprié, il a fait du Vull avec. Et par exemple, même dès le tout premier, on a déjà la poésie, cette poésie vullienne, qui est sa marque de fabrique, et l'inventivité. En fait, il y a aussi, et c'est ce mélange, en fait, si j'avais à caractériser Vull, c'est une espèce de mélange qui fonctionne entre la poésie, l'inventivité,
Et puis le rythme, hein, c'est un romancier populaire et voilà, c'est très ramassé. Il a ce style qui fait que en très peu de mots, hein, c'est l'inverse de son tout dernier roman Noho qui est paru 15 ans après les autres et qui est un livre baroque avec énormément de vocabulaire, énormément de néologismes, etc. Dans les 11 romans qu'il va publier de 56 à 59, donc en 2 ans et demi seulement, 11 romans écrits à jet continu. Il y a une économie de vocabulaire qui est remarquable, avec très peu de mots, avec peut-être 1000 ou 1200 mots de vocabulaire. Il arrive à faire exploser l'imaginaire de son lecteur, avec très peu de mots, avec peu de néologismes, mais ces néologismes, ils touchent juste. Et très peu de signes, parce que hormis les 2 romans tardifs sur la fin de la série, les chapitres sont extrêmement courts. Il peut y avoir des chapitres qui ne font même pas une page et la plupart se terminent rapidement. Donc sur 4 pages, il y a 2 pages et demie d'imprimés. Donc sur des volumes qui font à peu près 190 pages, sur certains volumes, il y a bien 10-20% de blanc dans les cahiers. Donc ce sont des histoires qui se lisent très très vite et qui vont aussi vite. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que le lecteur va ressentir ce sense of wonder dont tu parlais tout à l'heure, parce qu'il va passer facilement sur certaines incohérences, sur certaines scènes finales qui sont plus ou moins boiteuses, mais dont finalement, si on n'est pas très très critique, on ne s'en rend pas compte. Le rythme fait qu'on les accepte. Alors, sur l'irréalisme de Wühl, alors moi j'aurais tendance à à être partagé. Certaines fois, dans certains cas, par exemple pour son tout premier ou sur certains, il y a clairement des moments où il se laisse emporter par sa plume et sa poésie et une vraie fantaisie qui fait qu'il va délaisser la rigueur d'un roman de science-fiction. Et à ce moment-là, on va avoir ça va petit à petit glisser vers soit un final un peu surréaliste, comme dans La Mort vivante, qui se termine quasiment comme dans The Thing, quoi, comme le film The Thing, enfin, à un niveau cosmique en plus, c'est-à-dire à un niveau presque Lovecraftien. Mais c'est un roman gothique. Mais voilà. Mais il arrive quand même à instaurer dans La Mort vivante, par exemple, à instiller vraiment par le talent littéraire un sentiment qui est proche de Lovecraft quelque part, c'est-à-dire un vrai sentiment. On se dit mais cette créature qui a été, elle va engloutir l'univers, quoi. C'est ça, elle va engloutir l'univers. Mais c'est un nouvel avatar divin. L'argument de science-fiction se transforme en argument de fantastique, puisque c'est la synthétisation d'une espèce. Il l'appelle la masse d'ailleurs dans le roman. Ouais. Et c'est effectivement plus proche du fantastique. C'est un peu comme ce qui. Je ne sais pas, parce qu'il y a le côté The Thing en même temps, c'est-à-dire que cette capacité de la chair à fusionner et à générer, absorber, etc. Ces autres, c'est The Thing, enfin le film de Carpenter, hein, pas la nouvelle de Campbell. C'est The Thing bien avant. Ouais. Et d'abord, c'est incroyable le nombre de films et de livres. Dont on peut se dire, et de bandes dessinées, etc., dont on peut se dire, mais au fait, ça a été écrit 30 ans, 40 ans, 50 ans avant Stéphane Wühl. C'est impressionnant quand même le nombre de signes. Dès son premier, quand on pense dans Retour à zéro, son tout premier, donc en 56, il y a juste un chapitre où le héros se retrouve miniaturisé et injecté dans un corps humain. C'était la première fois, et quelques années plus tard, il y a eu Le Voyage fantastique, enfin même pas mal d'années plus tard d'ailleurs, il y a eu le Voyage fantastique qui est l'exacte traduction d'un chapitre de son roman. Et il y a plein d'extraits de ces différents bouquins. Sur ces 12 bouquins, ça a servi son inventivité et son originalité. Elle a inséminé dans toute la SF du monde entier d'ailleurs, hein, pas seulement en France. Et d'ailleurs, Le Voyage fantastique, c'est un exemple. Mais il y a des exemples en Italie, un petit peu partout. À l'inverse, il y a certaines intrigues qui peuvent laisser penser qu'elles ont été motivées par la lecture de bandes dessinées.
Et je pense en particulier à Sidéral, la revue de chez Artima. Et il y a quelques volumes, comme La Peur géante, et qui ressemblent à ces aventures qui étaient publiées chez DC. Une grande catastrophe menace l'humanité, et finalement l'ingénuité ou le talent d'un seul personnage ou d'un petit groupe de personnages arrive à renverser la situation et à chasser la menace extraterrestre, à la renvoyer dans ses foyers. Alors, la Peur géante, c'est un de ces plus conventionnels, Ouais. mais en même temps, c'est vulgaire. C'est-à-dire qu'à partir d'une situation complètement conventionnelle, en l'occurrence, là c'est un peuple marin, en fait, c'est une race marine cachée. Les torpèdes. Ouais. Les torpèdes, et ça sans doute veut dire quelque chose, une race marine cachée qui tout à coup se révèle du jour au lendemain et qui veut balayer l'humanité, c'est Abyss. Hein. C'est exactement Abyss. Et puis d'ailleurs, comme dans Abyss, ils sont capables de modifier l'eau, les caractéristiques physiques de l'eau. C'est ça, ouais. L'eau ne gèle plus. L'eau ne gèle plus. Je ne sais pas si ça vous... Enfin, ça devrait vous parler. Donc, quand je dis que Vuil, il a inséminé réellement la SF, il n'y a pas une histoire de Vuil qu'on ne retrouve pas plus tard dans le cinéma, dans la littérature, dans la BD. C'est assez incroyable. Je connais peu d'écrivains qui ont autant d'écrivains inventeurs qui ont autant inspiré ou juste été visionnaires, en fait. Pas forcément inspirés de façon raisonnée et avec un lien de filiation reconnu, mais en tout cas qui ont et quasiment jusqu'à la fin, en fait. D'ailleurs, j'avais repéré dans son dernier roman qui date de 1977, la première, à ma connaissance en tout cas, la première description fonctionnelle réaliste et qui correspond exactement à la définition d'une nanomachine. Et même d'un essaim de nanomachines, fonctionnant donc en essaim, récoltant du big data, traité par un ordinateur, donc par une IA, donc même le mot n'existait pas à l'époque, et ben c'est dans NoHo, et c'est à ma connaissance la première fois alors le mot n'existe pas, il ne les nomme pas comme nanomachines, il appelle ça des autonomes et des phonosomes, puisque c'est des sortes de micros et des caméras nanoscopiques, on va dire. Il les appelle des micro-machines, ce qui est exactement... des machines moléculaires, ce que sont les nanomachines, hein, c'est-à-dire qu'il les décrit parfaitement, mais en plus de ça, il va décrire pour la première fois un essaim de nanomachines dissous dans l'air et dans l'eau du robinet, d'ailleurs, il le dit. Enfin, ça correspond exactement à ce qu'en fera... 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard, Neil Stephenson. Voilà. Donc c'est ça Stéphane Vuil, c'est que... Mais par contre, comme c'est noyé dans la masse, parce que pareil, NoHo, c'est une mine d'idées, il y en a des centaines en fait. Ouais. Donc des fois, faut les cacher. En fait, les inventions de Vuil, c'est des trésors cachés, souvent, au coin d'un chapitre. Et voilà, ou Rayon pour Sidar, etc. Et là pour revenir à ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, des fois, il se laissait aller à la poésie de son inspiration, et qui pouvait un peu s'égarer, mais en même temps, même s'il n'était pas forcément toujours réaliste, il restait un auteur de science-fiction, c'est-à-dire il était au cœur, il restait dans une expérience de pensée. Et même par exemple Rayon pour Sidar, où à la fin du roman, en fait, la planète est expulsée de son orbite, puisque c'est le but. En fait, c'est toute la planète qui va de voler la planète. Voilà, ils vont voler la planète, en fait, donc avec en convertissant le deutérium du cœur de la planète en hydrogène en combustible, et donc qui va propulser la planète hors de son orbite. Mais ce n'est pas plus irréaliste que The Wandering Earth qui date de quelques années en fait, et qui est de l'art science. Donc en fait chez Vuil, il faut pas se laisser non plus se dire mais c'était un auteur un peu fantaisiste et il n'y a rien à tirer même du point de vue scientifique. En fait, en réalité, c'était rigoureux. Il avait des bases scientifiques très solides. Il avait fait notamment en biologie de par sa formation. Et donc il était très attentif à ce qui sortait à l'actualité scientifique. De toute façon, Laurent, on ne l'a pas dit, mais l'origine de son pseudonyme c'est vrai. est déjà une indication de son intérêt pour la science. Et il était clair qu'il lisait la presse de généralisation scientifique.
Alors son nom. Alors il faut dire que chez Antipassion, enfin donc chez Fleuve Noir, il y avait une exigence de propriété du nom, on va dire. Mais en tout cas, les auteurs ne pouvaient pas réutiliser le nom de Plume dans le même genre de littéraire dans lequel donc il y avait une sorte d'exclusivité du nom, et c'est pour ça que les auteurs prenaient un pseudonyme. C'est prendre un pseudonyme, ça permettait aux auteurs d'utiliser leur nom ailleurs, en fait. Donc la plupart des auteurs utilisaient des pseudos américains parce que ça faisait vendre, sauf des auteurs qui un peu plus forte tête, dont Pierre Pelot, Jean-Pierre Andrevon et Stéphane Vull, qui ont utilisé beaucoup plus tardivement. Ils sont arrivés beaucoup plus tard, mais je veux dire, qui ont utilisé des pseudonymes qui n'étaient pas américanoïdes. Voilà. Ouais. Et donc Stéphane Vull, c'est un nom qu'il a probablement lu dans un Science et Vie de ces années-là, des années 50, et qui était un Vladimir Vull, ou un truc comme ça, qui était donc un savant de l'Oural, un savant atomiste de l'Oural, et il y avait eu un dossier spécial d'un Science et Vie sur l'atome en Russie, en fait. Voilà, les savants atomistes en Russie. Il y avait un de ces savants qui s'appelait Vull, et en fait, c'est juste il s'est dit, oh, Vull, c'est rigolo, ça ressemble à rien. C'est exotique, je vais prendre ça. Et le Stéphane correspond visiblement à rien, si ce n'est une consonance. Le F faisait allemand. Voilà. Faisait allemand, oui, et puis c'est une consonance un peu de l'Est. Voilà, la façon d'écrire, qui était en relation avec le nom propre. Maintenant, c'est vrai que dans ces années-là, l'habitude était pour les auteurs français de prendre des pseudonymes américains, mais il faut quand même pondérer ce choix, parce qu'au Fleuve Noir, Armand de Caro voulait absolument créer des collections qui seraient dévolues aux auteurs francophones. Il ne voulait pas traduire de l'anglais. Il a été obligé de le faire au début, justement dans la collection Anticipation, parce qu'il a acheté les Science Books. Oui, alors il y avait quelques Van Vogue, il y avait... Ils sont arrivés après. Firme. Mais il a publié, Vargostaten. Voilà. Et en fait, il y a eu un Clark ou deux. Oui, mais plus tard aussi. Mais plus tard, voilà. Ouais. Mais là, comme il a acheté ces volumes en Angleterre, il les a traduits. Et ce sont d'ailleurs les Kenny qui les ont traduits. Ah, d'accord. Mais même dans les collections d'espionnage et de policiers, au début, il y a très peu de pseudonymes américains. Il y a Jean Bruce. Mais Jean Bruce, c'est pas vraiment un pseudonyme américain. C'est pas le nom de l'auteur. S'il s'appelait Jean Brochet, il valait certainement mieux publier sous le nom de Jean Bruce pour vendre des livres que sous celui de Jean Brochet. Mais justement, le pseudonyme de Vull est étonnant parce qu'il a une consonance fortement étrangère. On a aussi à la même époque le nom de Jimmy Gueux. Bon, Jimmy, ça fait effectivement anglo-saxon, mais Gueux, c'est véritablement son nom, qui sonne bizarrement à l'oreille, mais c'est quand même un nom français. Et ensuite, on a Richard Bessières, l'autre auteur important de l'époque, même s'il est à quatre mains, c'est Jean-Gaston Vandel. Là aussi, c'est un nom qui fait très français, alors que Jean Libert et Gaston Vandenpuis, il me semble, ça fait moins français. La volonté de Caro, c'était d'imposer une littérature française au public français. Voilà, je t'ai coupé, excusez-moi. Non, mais je sais. Je sais et donc, pas oui, on en était toujours sur les intérêts scientifiques de Vull. Alors effectivement, dans tous ces romans, il y a quand même des utilisations de la science. On n'est pas comme chez certains auteurs, dans des westerns de l'espace. Il faut vraiment qu'il y ait une argumentation scientifique. Et même quand on a affaire justement à cette masse dont on a parlé tout à l'heure, il y a quand même une explication qui dit que c'est une entité une espèce de syncrétisation de l'humanité qui va s'emparer il n'emploie pas le mot d'âme, mais enfin la vie, l'humanité, et l'englober à son propre corps. Et c'est une explication scientifique. C'est pas de la magie. C'est pas. Et alors bien sûr, on peut trouver que c'est complètement ridicule, pourquoi pas. Mais en attendant, c'est fait dans un contexte gothique,
où tout l'argument du roman se passe sous la tempête, sur une terre dévastée, dans un château, dans des caves. Alors c'est sur Vénus même. C'est sur Vénus, oui. Sur Vénus. Oui. Et en fait, il y a un château gothique. C'est sur Terre, oui. Oui, ils viennent de Vénus et c'est la hiérarchie. Ah oui, pardon. La oui. religieuse. Il me semblait que c'était. Oui, alors. Qui le compte, enfin, Pardon. qui le bride. Heureusement qu'il y a des fans, Voilà. des vrais fans. C'est ça. La hiérarchie religieuse qui le bride dans sa recherche scientifique. Je croyais que le château avait été déporté. Non. D'accord. Et on lui propose, des agents de la Terre lui proposent de venir s'installer sur la Terre justement pour sauver une jeune fille qui est en danger. Lui refuse, Voilà, mais il est enlevé. Et ensuite, tout le reste du roman, c'est une ambiance gothique. Et oui, tout se passe dans un château. Voilà. Avec des personnages bizarres, des apparitions. En fait, Vull, il avait quelques pour ce titre-là, donc la mort vivante, qui est vraiment un titre vraiment à part dans la production de Stéphane Vull, qui faisait des histoires plutôt positives, voilà, très claires, etc. Oui. Là, tout à coup, on a un bouquin qui ressemble pas du tout à ce qu'il fait, ni dans l'ambiance, ni dans la fin, ni dans le on sent que la catastrophe se prépare. C'est vraiment ça. On sent que ça va mal se passer. Quelque part, et c'est le seul titre sur les 11 qu'il avait fait où il a reçu des courriers de lecteurs horrifiés lui disant mais comment on peut écrire ça, c'est scandaleux, etc. Oui, parce qu'il y a des scènes très cruelles. Il y a des scènes très cruelles. Il y a des clonages qui tournent mal. Et là aussi, il y a des multiplications de personnages qui se profilent dans les pièces du château. Et on pourrait croire à une intervention fantastique que non, ils se multiplient par parthénogenèse. Oui, c'est ça. Et puis il y a des sortes d'araignées géantes qui sont des sortes de chiens de garde, qui sont des grosses araignées, quoi. Et en fait, alors pareil, c'est un livre qui part de petits bouts qu'il avait écrits comme ça, et il sentait donc il voulait faire fusionner des jumelles. Au début, c'était ça son idée de départ. Donc il avait imaginé des jumelles frappées par la foudre qui fusionnent, mais il n'avait pas, rien ne venait en termes d'histoire, quoi. Et c'est cette histoire de château, c'est en voyant un film, en fait, un film de genre de la Hammer, quoi. Oui, c'est explicite. Que c'est devenu, voilà, que ça lui est venu, mais voilà. En fait, c'est encore une fois, Stéphane Vull, il se laisse guider par son inspiration tout le temps. Il a pas il scripte pas. C'était pas un auteur structuraliste, on va dire, qui va scripter son histoire et puis qui va écrire mécaniquement dessus. Pas du tout. C'est quelqu'un c'est un artiste qui se laisse guider par son instinct d'auteur et des fois quand il écrivait le matin, il savait pas ce qu'il allait écrire, il savait pas où il allait forcément. Oui, il disait que c'était l'histoire qui le menait plutôt que lui qui se trouvait aux commandes de l'histoire. Donc il va Fleuve Noir n'était pas son premier choix, donc il va écrire, mais l'éditeur chez qui il a postulé va mettre la clé sous la porte en fait. Enfin, il va se faire refuser un texte. Oui, voilà. Il va après aller chez Rayon Fantastique. Au Rayon Fantastique, mais qui va fermer ses portes. Oui. Enfin, en tout cas, il va arrêter. Il va arrêter. Donc, un catalogue établi. Voilà, donc il se retrouve chez Fleuve Noir. Il satisfait aux critères du fleuve. Et là, il va écrire. Pour le coup, ça va être pendant 2 ans et demi une période très intense dans lesquelles il va écrire 11 romans. Donc avec plusieurs phases, plusieurs types d'inspiration. Par exemple, il va y avoir plusieurs romans, ce que j'appelle des romans de jungle, c'est-à-dire que j'appelle coloniaux, moi. Ou coloniaux, voilà. C'est-à-dire, son inspiration est ouvertement coloniale. Oui, ils le sont tous plus ou moins en fait. Plus ou moins. Mais des romans de jungle, c'est-à-dire des romans qui le ramènent à lui quand il était enfant et qu'il était allé à l'âge d'une dizaine d'années voir l'exposition de Vincennes de 1931. Mais lui, c'est une jungle du facteur cheval. Hein. C'est une jungle fantasmée, c'est une jungle d'enfants. Oui. C'est pas du tout une jungle réaliste en fait. Et donc, c'est pour ça que la science-fiction lui colle tellement. C'est qu'en fait, lui, ce qui l'intéresse,
c'est les bestioles, c'est la jungle, c'est les planètes qui ne sont pas qu'on découvre à coup, enfin, dans lequel on s'enfonce à coups de machette en fait. Ouais. Et d'ailleurs c'est intéressant de voir par exemple dans L'Orphelin de Perdide, qui n'est pas un roman de jungle, mais qui est un space opéra qui se passe sur une planète sauvage. Il y a quand même des scènes de forêt. Il y a des scènes de forêt, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment, donc en fait, il y a deux temporalités, on va s'apercevoir, bon, tout le monde connaît l'histoire, donc je vais pas la refaire, mais il y a un twist où en gros, il va retrouver cette planète qui a été colonisée, et à partir du moment où elle est colonisée, Stéphanie, en fait, ça ne l'intéresse pas. Et il n'y a aucune description de la planète Perdide colonisée par les colons. En fait, qui l'ont colonisé plusieurs centaines d'années plus tard. Il y a un twist temporel qui fait qu'il arrive sur la planète sur la fin de sa vie. Mais en fait, cette partie-là, le début et la fin, en fait, ça n'intéresse pas Wühl, et on sent que ça l'intéresse pas du tout. Oui. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les planètes sauvages, c'est les planètes qu'il faut découvrir, en fait, sur lesquelles l'homme est lui-même un étranger. Oui. En fait. Mais même dans Perdide, toutes les scènes qui mettent en action l'orphelin se déroulent dans la partie sauvage et qui n'est pas débarrassée de ses parasites et de ses prédateurs. C'est pour ça d'ailleurs que l'aventurier de l'espace qui va chercher à sauver l'orphelin se motive. Il faut aller très très vite. La zone, même si Perdide a été colonisée, la zone là est entièrement sauvage et vierge de toute humanité. Donc L'Orphelin de Perdide a été adapté sous le trait de Moebius qui a donné Les Maîtres du Temps, voilà, et qui respecte en gros l'histoire, même s'il y a des portions de l'histoire qui ont été transformées par René Laloux, des ajouts, quelques remplacements plus exactement. Disons que l'explication scientifique a été modifiée de façon à être beaucoup plus crédible que ce qu'il y a dans le roman de Wühl quand même. Oui. Parce que son paradoxe temporel ne marche pas du tout. Non, si on l'étudie, clairement. Non. Ou alors il faudrait... Bon, c'est strictement impossible. Beaucoup de ces twists finaux, alors ça aussi c'est une des caractéristiques de la littérature wühlienne, c'est que souvent à la fin il y a une espèce de pirouette, l'équivalent d'une pirouette finale ou d'une chute dans la nouvelle. En fait, il va l'appliquer au roman. C'est qu'en fait, il va s'en tirer par une pirouette. Alors en fait, c'est souvent très malin. C'est souvent... Alors, souvent, ça force un peu le niveau de réalisme, on va dire. On baisse en niveau de réalisme, mais on reste quand même dans l'expérience de pensée. Mais c'est vrai que le niveau... Et ça ressemble à une pirouette, souvent. Et en particulier dans L'Orphelin de Perdide, qui est vraiment une fin qui est une pirouette, en fait. Oui, ou dans La Peur. La fin de la guerre se résout en trois pages. Ça ne l'intéresse pas du tout. Non, voilà. À un moment, il a fait le tour de son truc et hop, il se débarrasse. Il faut dire aussi que le Fleuve Noir, c'était aussi une des contraintes du Fleuve Noir, c'était le format. C'est-à-dire qu'un auteur, c'était 190 pages. Enfin, il y avait un format. C'était calibré. Et donc, quand il arrivait vers la fin, il sentait qu'il fallait conclure, et donc il conclut assez rapidement. Oui. Je pense que... D'ailleurs, cette pratique lui a motivé certaines critiques négatives déjà à l'époque. C'est ça, oui. Des lecteurs. Il y a les revues de l'époque, Satellite et Fiction, considéraient le Fleuve Noir. Du moins pour fiction, parce qu'ensuite le Fleuve Noir a été complètement négligé dans fiction, mais au début non, fiction critiquait le Fleuve Noir, et même des critiques assez sérieux parlaient de tous les romans avec, ma foi, pas mal d'indulgence. Mawlowski a évoqué beaucoup de romans relativement faibles, avec une grande bonté. C'est peut-être parce que le genre était nouveau qu'il l'étonnait et qu'il lui donnait une chance. Mais oui, Wühl a été critiqué. On a déjà dépassé l'heure ? Non, mais on approche. Donc si on veut parler un peu de temps de Noho, déjà, qu'en pensez-vous ? Oui, bon. Surtout s'il y a des questions après. Oui, s'il y a des questions. Bon, on va dire quand même que la vision des indigènes planétaires est absolument coloniale. Elle est même amusante parce qu'on a vraiment la caricature des populations indigènes comme on pouvait l'imaginer au temps de Tintin au Congo. C'est-à-dire
Ouais, clairement. Les Noirs sont souvent des enfants. Il était assez paradoxal. Oui. C'est-à-dire c'était un humaniste. Hein. Il faut pas Les rien faits à le sont, voir ouais. avec la littérature raciste Non. de l'entre-deux-guerres où on avait une ESF qui était clairement raciste. C'était Là, il paternaliste. ne s'agit pas de ça. C'était plus paternaliste. Il avait même il avait conscience qu'il fallait décoloniser. Oui. Et c'est un auteur de la décolonisation. Vu Ouais. que c'est la deuxième partie des années 50. Donc la décolonisation commence en fait. Donc il avait conscience de ça. Par contre, il avait une espèce d'utopie que ça se passe en douceur. Absolument. C'était ça en fait. Parce que C'est lui, toujours la décolonisation aidée par le colonisateur. Voilà, c'est ça. On se libère par exemple des triangles pour pouvoir vivre une décolonisation réussie. Donc lui, il était plutôt, comment dire, alors je connaissais pas, on n'en a pas suffisamment discuté ensemble, mais clairement il y avait cette idée soit de protectorat, soit effectivement d'indépendance. Mais par exemple, quand on voit la fin de Pièce sur Zarkas, il y a c'est une vraie décolonisation. C'est-à-dire que le personnage qui devient un Zarcassien, qui se fait posséder par un ancien roi indigène de cette, il refuse justement le protectorat terrien. Donc on est dans un roman qui date de 57. Voilà. Hein. Et Zarkas est appelé à quitter Alpha du Centaure pour intégrer le système solaire en tant que planète autonome. Donc c'est vraiment une décolonisation réussie. Voilà. Il y a ça, et il y a aussi sur le fait que quand même, il faut parler de New York quand même. New York, oui. Qui est pareil, un bouquin qui date de 57 aussi, où le héros est un enfant noir. Qui n'est pas un enfant noir, j'allais dire, ni par accident, ni comme dans certains films américains où il finira par être tué, par exemple. Non, il devient un surhomme. C'est-à-dire que c'est pas seulement un enfant noir, c'est un mutant. C'est un enfant qui devient mutant et qui devient surhomme et qui va refuser la tutelle vénusienne d'anciens colons terriens, voilà, qui sont revenus, qui se croient supérieurs, etc. Donc on a en 57 quand même. Donc on a un discours qui est totalement anticolonialiste. Supérieur mais naufragé. Donc quelque part relativement incapable de se sauver eux-mêmes. Voilà. Mais c'est au minimum paradoxal, en tout cas il y a au minimum de facettes, mais c'est surtout qu'en fait on voit surtout un Stéphane Vull, et c'est pour ça aussi que pour moi c'est un auteur qui m'a toujours touché à titre personnel. C'est un auteur qui est qui est jamais dans le jugement, qui est un auteur qui était globalement peu politique. C'est un auteur en fait qui n'est pas très intéressé par la politique. C'est un auteur de son temps. Et un auteur de son temps, mais des fois en avance. Par exemple, pour New York, il était en avance en fait pour New York. Oui. Mais c'est surtout que c'était un auteur en fait qui est motivé par l'amour de l'altérité. Et en fait, ça transcende toute la politique. Et finalement, même son enfant noir, il n'y avait pas une volonté de faire un discours anticolonial. C'était juste quasiment naturel chez lui. Voilà, pour lui, en fait, il aurait pu prendre n'importe qui. Il précise, excuse-moi Laurent, qu'il est né dans une tribu où les gens sont tous blancs, mais il mentionne qu'il y a de la présence de sang noir dans l'humanité et que c'est une résurgence. Et le héros, le sauveur de l'humanité dans New York, c'est un noir. C'est un noir qui est discriminé par sa tribu, puisque le vieux l'a pris en grippe. Et il devait être sacrifié. Chef de clan, il devait être sacrifié. Donc on a tous les ingrédients justement. C'est lui qui va manger la cervelle du vieux. Oui. C'est l'enfant noir. Pour s'accaparer ses pouvoirs. C'est une société tribale mais très arriérée qui vit dans le bassin carabéen asséché et selon des principes préhistoriques. Donc on s'empare de la force des individus en mangeant leur cervelle. Et là, en plus, le vieux, c'est le chaman, c'est le dirigeant, l'intellectuel et le spirit. Oui, une sorte de guide spirituel en même temps, qui est en même temps chef matériel. Voilà. Et qui a décidé de sacrifier l'enfant noir et qui disparaîtra. Et l'enfant noir s'emparera à la fois de sa cervelle, donc de son savoir, et de ses attributs de pouvoir, puisque le vieux porte une ceinture de vertèbres qui symbolise la chaîne des ancêtres, puisque chaque vertèbre correspond à une génération d'ancêtres. Et c'est l'enfant noir qui va récupérer la chaîne des ancêtres. C'est très symbolique, et c'est certainement pour ça que ce livre est devenu un succès auprès des jeunes lecteurs, à partir de son intégration dans la collection Folio Junior.
Oui, c'est à ce moment-là qu'il a été prescrit à l'école par l'Éducation nationale. Merci à Christian Grenier qui a été à l'origine de la réédition de ce roman. Avec des illustrations de Bilal en plus. Bilal, voilà. Ouais. Bon, on va parler un peu de No, parce que c'est un roman très important, même si on peut le considérer un peu comme pas vraiment parfaitement réussi, mais qui synthétise beaucoup de l'œuvre de Wühl. Alors, il est parfaitement réussi, mais parce que je suis un gros fan de No. Mais moi, j'ai grandi avec No, en fait. C'est un livre que j'ai lu peut-être, je sais pas, 30 fois, donc je suis pas très objectif dessus. Mais c'est surtout très longues et des descriptions qui montrent l'émerveillement de Wühl à imaginer ce que peut être la société future. Mais là, il dépasse le travail du romancier. Non, pas du tout. Il devient journaliste. C'est un roman qui a déconcerté quand il est sorti, notamment Michel Jury qui avait fait une critique très mitigée. Mais parce que en fait, Stéphane Wühl, il avait un noyau de fans extrêmement fort, qui lui envoyait des courriers depuis 15 ans pour lui demander quand est-ce que vous nous refaites un livre, etc. Et il sort ce livre-là qui est aux antipodes de sa manière de faire. C'est-à-dire, il était dans l'économie du verbe. Il était dans des romans très courts, dans des romans d'aventure purs, mais avec justement ce côté espionnage, ce côté roman de genre. Et tout à coup, il fait une l'errance d'un personnage, un livre d'initiation, comment on appelle ça, d'éducation, enfin oui. de. Oui, c'est un jeune garçon initiatique. Voilà, un roman initiatique. Oui, un roman d'apprentissage classique, un roman d'apprentissage classique à travers une planète qui va détailler jusqu'à la moelle. Au dernier boulon. Jusqu'au dernier boulon, mais en même temps, c'est un testament artistique. En même temps, c'est-à-dire que il va inscrire dans la narration la philosophie wühlienne qui est de poétiser le monde, et c'est ce que fait le héros. En fait, c'est un roman d'apprentissage de quelqu'un qui devient un artiste. Et cet artiste, c'est Wühl lui-même, en fait. Donc c'est un roman dont la forme narrative épouse la démarche philosophique, la démarche de vie et la démarche philosophique de l'auteur. Donc c'est un roman qui, en soi, pour moi, est parfaitement réussi dans ce sens où il a une cohérence parfaite avec... c'est un roman qui est clairement un testament. En plus de ça, on a le Wühl là qui est totalement libéré du carcan du fleuve noir. C'est-à-dire que là, il a plus de contraintes de taille, il a plus de contraintes de genre, il a fait ce qu'il voulait. Et il a même le prestige de la collection. Il a le prestige de la collection. Parce qu'à cette époque-là, c'est une collection qui compte. Ce n'est pas une collection de poche, c'est une collection de demi-format par le prix. Et il est dans une collection où on considère les auteurs et non pas la productivité. Alors, donc No, c'est paru en 2 volumes parce que le bouquin était très gros quand même, chez Présence du Futur, qui était la collection la plus littéraire, elle publiait Bradbury, etc. Oui. La collection la plus littéraire de science-fiction à l'époque. Et mais même si c'était pas son premier choix en réalité, en fait, il avait testé ailleurs. Chez d'autres grands éditeurs, mais il avait reçu des refus, et c'est Elisabeth Gilles qui va lui prendre. Alors au début, il avait No, c'est devenu à la fin. En fait, c'est même probablement elle qui l'a aiguillé sur ce titre-là. Mais il voulait l'appeler L'espace est fourbe. Ah oui. Donc un jeu de mots sur l'espace est courbe. Ou Space Opera, il voulait appeler ça Space Opera. Space Opera, voilà. Et puis finalement, c'était déjà pris. Ouais. Et donc finalement, ça a appelé No, qui est effectivement cette substance qui émet de la pensée. Voilà, il faut y penser. C'est un l'été inversé quelque part, le fleuve du psychol. Oui, tout à fait. Et qui rappelle un peu la masse. Qui rappelle la masse, et en même temps qui est donc c'est une substance qui émet de la pensée, mais comme de la radioactivité. C'est un peu le principe de la radioactivité. C'est une substance qui ressemble un peu à du blanc d'œuf cru, enfin du blanc d'œuf, une sorte de substance hyaline comme ça, et qui est exudé de la terre comme du pétrole. Et d'ailleurs, il y a des gisements comme ça, noofères, souterrains. Et en fait, cette radioactivité de pensée émet de la pensée et vous fait halluciner. Et donc c'est un mélange c'est quasiment comme si vous preniez du LSD
Ça génère des hallucinations Oui, qui peuvent aller jusqu'à la mort, mais ça génère aussi une fois sur 1000 un génie. un génie. Et ça va être, ouais. Et en fait, et c'est pareil, c'est aussi l'imagination en liberté. C'est quasiment rabelaisien. Ouais. On dirait presque les paroles gelées, sauf que c'est des pensées gelées qui vous pénètrent directement dans le cerveau. Ça rappelle l'enfant noir de New York, qui lui aussi, parce qu'on n'a pas parlé de deux thèmes de Vullien qui sont la radioactivité et la mutation. Et l'enfant noir va muter à cause d'un taux de radioactivité ingéré. Et aussi, on n'a pas évoqué les poulpes, qui étaient qui arrivent très souvent dans son œuvre et qui était une de ses obsessions. Il faudrait rester jusqu'à 6 heures. Voilà, on en parlera en aparté. Et oui, donc ces thèmes se retrouvent dans dans le psychol qui aussi fait muter et par une radioactivité mentale cette fois-ci, et pas physique ou électronique. Voilà. Et il y a ce côté aussi animiste qu'on a directement de la pensée mais qui vient de la Terre. Et il y a toujours eu un côté un peu animiste dans l'imagination vullienne, c'est-à-dire sa gestion des éléments est très connectée avec les protagonistes directs. C'est-à-dire qu'on va avoir un personnage qui va se faire contaminer par la momie d'un ancien roi de Zarkas avec voilà. Bon bref, mais on pourrait encore une fois discuter. En fait, si j'avais en fait à vous encourager à lire Vull, à chaque fois c'est une injection. Chaque titre de Vull, c'est une injection d'originalité et d'inventivité. C'est ça. En plus de la poésie qu'il y a chez Vull, parce que encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est des romans qui sont sous des aspects populaires, qui sont très littéraires. Les phrases sont très musicales et c'est toujours très travaillé en fait. Il y a de la poésie dans tous les volumes sous forme de prières, de chansons ou d'incantations. Souvent, ou juste en fait, il avait aussi une technique, mais qu'il avait intégré tellement qu'il s'en rendait plus compte au moment, c'est qu'il intégrait des hémistiches. Comme ça, des rythmes à l'intérieur de la phrase, 3-3, 3-3, 3-3, qui rendent sa phrase un peu, elle-même un peu hallucinatoire. Donc, voilà. Excusez-moi, nous avons 4 minutes, donc largement le temps de prendre 10 ou 12 questions, j'imagine. Qui veut commencer? Peut-être... Et même Hommes en série, où les enfants des hommes... Hommes en série, on n'en a pas parlé, mais c'est un bouquin majeur aussi. Voilà. Hein. Tout à fait, ouais. Avec l'adaptation qui en a été faite. Mais donc, est-ce qu'on a une idée de l'importance de l'enfance chez Vull? Alors, j'en ai pas discuté. Probablement que, comme Vull, il fonctionnait juste précisément comme un art. En fait, il y avait chez lui, dans sa façon de faire de la science-fiction, une manière de redevenir enfant par l'écriture. Et de retrouver, en fait, le sense of wonder vullien, c'est un sense of wonder très enfantin. Ça appuie sur c'est l'émerveillement de l'enfant devant un nouvel objet, devant un spectacle jamais vu, devant l'immensité du cosmos. Ça a quelque chose. Son sense of wonder, il est enfantin. Et c'est pas étonnant que du coup ces personnages des fois le soient aussi, en fait. Et puis c'est aussi une façon un enfant ne juge pas. Et un enfant, c'est comme disait Ségalen, c'est poreux à tous les souffles. Et Vull lui-même était poreux. C'était une éponge. Et les enfants sont des éponges aussi. Ils absorbent le monde. Et je pense qu'aussi, les enfants sont des reflets de Vull lui-même, en fait. Je pense. Donc ça ne m'étonne pas. Et même certains personnages, parce que le capitaine de Perdide, c'est un personnage sans malice. C'est un aventurier de l'espace que l'on croit capable des pires méchancetés. Non, en vérité, c'est un humaniste. Il transporte dans son vaisseau pirate, il transporte de l'aide médicale. C'est un naturel, tout simplement, une nature. Et qui est enfantine, oui. Une autre question? Je suis très content d'être là parce que j'ai un peu mieux compris ce qui ne me plaisait pas chez Vull. Où je suis fan absolu de No, je suis fan absolu de New York, de Hommes en série, de pas mal d'autres.
J'ai trouvé particulièrement pénible la lecture de Piège pour Zarkas et consorts, qui sont pour de bon, et là je suis moins indulgent que vous, qui sont pour de bon de la littérature coloniale des années 50, c'est horrible. C'est pénible du début à la fin, à part la petite pirouette à la fin, où je suis d'accord, on peut envisager quelque chose. Mais vraiment, je préviens ceux qui ne connaissent pas, il y a toute une partie de Vull, et que je ne m'expliquais pas, et que je m'explique peut-être par un petit peu la pression éditoriale, par les formats qui étaient demandés, etc., et puis par probablement un auteur de son temps, mais je n'arrivais pas à faire le lien entre cette dinguerie qui est No, New York, etc., et ces espèces de romans datés années 50, coloniaux, hyper pénibles, qui font la moitié de son œuvre, quoi. Oui, non, mais clairement, c'est des romans coloniaux. On est tout à fait d'accord. Oui, mais c'était quelqu'un de son époque. La Voilà. critique coloniale Clairement. n'était pas prédominante en France. Oui, Et si on se rapporte à la littérature d'espionnage qui était voisine d'Anticipation, on a un humanisme chez Vull qu'on n'a pas chez Kenny et les autres. Hein. Voilà. Et oui, malgré... non, clairement, si on relit Piège sur Zarkas aujourd'hui, faut oublier ça, faut oublier cet aspect-là. Il y a d'autres aspects du roman qui sont intéressants, notamment dans les descriptions de jungle qui sont quand même merveilleuses. C'est parmi les plus belles, c'est les plus beaux passages de jungle extraterrestre que j'ai lus quand même. C'est dans ces romans-là. Mais clairement, cet aspect-là, oui, clairement, faut oublier ça. Oui. Bien. Bon. Eh bien, je crois Est-ce que- qu'il est temps de... Une autre question ? Juste très brièvement, il y a un autre roman de Vull que je trouve formidable personnellement et dont vous n'avez pas parlé, et qui d'habitude dans les romans de Vull, souvent comme dans New York, la mutation est spontanée. Il y a un roman, c'est Le Temple du passé, Oui. dans lequel là, la mutation, elle est guidée et volontaire jusqu'à un résultat absolument extraordinaire. Alors Oui, pareil, oui. alors ça fait Mais partie elle des est très romans rapide malgré tout. qu'on peut considérer comme atypiques, mais en fait c'est là où on voit l'audace d'invention de Vull. C'est un roman qui se passe intégralement à l'intérieur d'un monstre marin, d'une sorte de baleine, d'une sorte de léviathan sur une planète qui est une planète océan, mais c'est un océan de chlore. Un vaisseau qui s'est craché sur cette planète océan et qui a été avalé par un monstre marin, et l'équipage survivant, ce qui reste de l'équipage, va faire muter de son vivant le monstre marin pour lui faire pousser des pattes et pour qu'il le hisse sur un des rares îlots de la planète. En soi, encore une fois, pour un bouquin des années 50, c'est juste hallucinant, quoi. Donc le bouquin était d'abord d'une grande modernité, et puis c'était audacieux dans un roman d'aventure. Faut voir ce que c'était quand même que le fleuve à l'époque, la réputation que ça sonnait. Oui. Faire un bouquin qui, pour moi, est un bouquin qui est ambitieux et qui est de la hard science. C'est un bouquin de hard science, hein, qu'on peut considérer comme de hard science. C'est c'est atypique dans la collection. Oui, mais d'autant plus qu'après l'échouage de la baleine de 1000 mètres, il y a d'autres manipulations génétiques qui se produisent. La baleine a pondu des œufs et qui se transforment différemment selon qu'ils sont en milieu aquatique ou milieu terrestre. Et il y a une pirouette finale, évidemment. Voilà. Une pirouette métaphysique et ensuite une pirouette temporelle qui nous ramène à la littérature populaire, puisque on découvrira qui est ce personnage échoué sur la planète. Bon, un petit Je suis commentaire d'accord. pour Encore finir. un Vull qui Très vite mériterait fait. d'être cité. donc il faudra le tome 2 l'année Oui. prochaine. Je suis désolé, on va devoir arrêter Un pour petit mot respecter. rapide. Donc pour les gens qui ne connaîtraient pas, Homme sans série, c'est la planète sauvage. Oui. Bon, à noter que la fin du dessin animé est complètement différente de celle du livre. Mais C'est-à-dire comme plein de trucs. Dans hein. l'esprit, non, Comme- mais dans le détail pratique, oui. C'est-à-dire que Homme sans série, ça se justifie électriquement. Voilà. Voilà. Mais Ce ça qu'on n'a pas dans été la repris, planète le sauvage, homme ça sans n'a pas été série, repris. voilà, n'a pas été repris Bon. dans le dessin animé. C'est bien Ça, dommage. Ça d'ailleurs. C'est une s'accepte. belle Il y a un idée. bestiaire extraordinaire. Après, dans Les Maîtres du Temps, l'orphelin de Perdide, moi, j'ai pas supporté le twist final du dessin animé. Eh oui, mais il fallait Parce rattraper que c'est quelques beaucoup moins faiblesses. magique et beaucoup moins merveilleux finalement que le paradoxe temporel. Eh oui. Et enfin, s'il y en a un à lire absolument, pour tous les gens qui ne connaissent pas, c'est La mort vivante.
Parce que Oui, C'est plus atypique. c'est de la science-fiction, c'est Jean-Pierre du Andrevon disait fantastique, que c'est du c'était religieux, le meilleur Stéphane Vull. c'est sociologique. Je crois qu'il c'est un faut des plus vraiment nous interrompre. Nous vous remercions pour votre attention et nous remercions Laurent pour nous avoir convaincus que Non était un excellent roman.